You know, as a man gets on in years, he wants to live deeply. A feeling of sad dignity comes upon him, and that's fatal for a comic. I am at peace with God. My conflict is with man. Il est en phase avec son époque, il dénonce des choses. Il faisait des films qui ne plaisaient pas à tout le monde, donc il fallait l'éliminer. Even if there are only one communist in the State Department, that would still be one communist too many. Son talent n'a jamais été celui de la séduction, mais celui de la conviction. Ein Teil des deutschen Volkes applaudierte damals ahnungslos den zugewanderten Juden, den Todfeinden seiner Rasse. C'est un homme qui aime les femmes, et ça, c'est un péché en Amérique. The whole thing is false. In the few years I have left, I must have truth. Truth. La partie la plus réactionnaire de la culture américaine s'en est pris à Chaplin. They walked out on me. They haven't done this since I was a beginner. The cycle's complete. Bonsoir, c'est ici, au manoir de Ban, à une trentaine de kilomètres de Lausanne, au bord du lac Léman, que Charlie Chaplin a vécu les 30 dernières années de sa vie. Il était alors en exil avec sa femme et leurs 8 enfants. Quel que soit votre âge, vous connaissez Charlot, sa silhouette, sa démarche, ses aventures qui ont enchanté le monde depuis exactement 100 ans. Cependant, beaucoup d'entre vous ignorent presque tout de celui qu'il a créé et incarné. Qui était réellement Charlie Chaplin? Quel était son vrai visage derrière celui de Charlot? D'où vient-il? D'où lui est venue cette inspiration? Chaplin, c'est bien sûr le cinéma et son génie, mais c'est aussi l'homme d'un siècle, une histoire qui traverse 2 guerres mondiales, la montée du nazisme, la Grande Dépression et la guerre froide, et dont Chaplin a été le témoin, le critique et parfois même la victime. Pourquoi devra-t-il quitter Hollywood? Fuir les États-Unis considéré comme un ennemi d'État? Pourquoi sera-t-il surveillé, écouté par les services secrets de plusieurs pays? Et cela jusqu'à la fin de ses jours. Une vie faite d'ombre et de lumière. Une histoire qui commence dans les bas-fonds de Londres au XIXe siècle et qui s'achèvera ici, à Vevey, dans les années 70. C'est d'ailleurs dans cette demeure que ce soir tout commence, en 1972, alors que Chaplin vit en exil depuis 20 ans. Ce jour-là, Charlie Chaplin vient de recevoir un courrier inattendu. Une invitation pour un Oscar d'honneur à Hollywood. Il s'attendait à tout sauf à ça. Voilà 20 ans qu'il n'est pas retourné aux États-Unis, chassé de ce pays comme un ennemi d'État. Le fait de lui donner un Oscar, c'était « Merci, Monsieur Chaplin, et excusez-nous, Monsieur Chaplin ». C'était ça. Hollywood regrettait tout ce qui était arrivé et voulait vraiment se faire pardonner. Depuis 1952, Charlie Chaplin vit reclus, ici, dans ce grand manoir au bord du lac Léman, avec sa femme Oona et leurs 8 enfants. Il a très mal vécu son départ des États-Unis. Et à 82 ans, il n'est pas certain de vouloir réveiller ses mauvais souvenirs. Il se sentait fragile, il ne savait pas comment se présenter, comment on le considérerait. Et il avait des mauvais souvenirs, des souvenirs amers de ce qu'il avait subi. Il se demandait comment il serait reçu. Mais Oona insiste pour qu'il accepte. Elle connaît Chaplin mieux que personne. Elle sait qu'il rêve de ce moment finalement depuis toujours. C'était sa patrie, c'est là où il a fait toute sa vie. Ça représentait, en dehors de tout le ressentiment qu'il avait,
Ça représentait quand même quelque chose pour lui. Alors Chaplin finit par accepter. Inquiet de se confronter à ceux qui le considèrent comme un ennemi de l'Amérique, mais avec l'envie de montrer au monde que le génie est toujours vivant. I don't want his charity. It isn't charity. He says it'd be the greatest event in theatrical history. I'm not interested in events. But I would like a chance just to show them that I'm not through yet. Of course. Au même moment, aux États-Unis, le FBI reçoit de nombreuses lettres anonymes. Le 10 avril 1972, c'est un Charlie Chaplin anxieux qui redécouvre la ville de Los Angeles. Il y a vécu ses débuts, ses succès, mais aussi ses déboires. Il veut revoir ces rues qu'il a traversées 40 années durant. Il était curieux de voir comment Los Angeles avait changé. Mais ça l'a vite déprimé. Il disait qu'il n'y avait que des banques, des banques et des banques. Chaplin demande à passer devant son ancien studio de cinéma. Depuis son départ précipité en 1952, il ne sait pas ce qu'il est devenu. Il pensait qu'ils l'auraient démoli, qu'ils auraient construit un centre commercial à la place. Mais non, il était comme il l'avait laissé. En fait, le studio a été déclaré monument national. La ville en a fait un musée et il n'en savait rien. Chaplin reste dans la voiture, observe à distance, alors qu'à l'intérieur, tout le monde l'attend. Ils avaient installé des bannières et des objets à l'effigie de Charlot, en espérant l'attirer à l'intérieur, mais c'était trop difficile pour lui. Submergé par l'émotion, il s'effondre en larmes dans la voiture et prie le chauffeur de le raccompagner. Je ne suis pas surpris qu'il n'ait pas voulu visiter les studios. Il en avait des souvenirs si forts lorsque c'était plein de vie. Il passe ensuite par Hollywood Boulevard, cette avenue des stars sur laquelle toute célébrité possède son étoile. Celle de Chaplin est flambant neuve. Elle a été ajoutée seulement quelques semaines avant son retour. Jusque-là, Hollywood jugeait indigne de son fameux boulevard, l'un des plus grands génies du cinéma. Enfin, Chaplin se rend à une garden party organisée en son honneur par une amie de sa femme. Le tout Hollywood est là. Mais derrière les sourires, il semble un peu perdu. Il ne reconnaît personne. Il erre au milieu de cette foule d'inconnus, fatigué par le voyage et l'émotion de ses étranges retrouvailles avec l'Amérique. Étrangement, il était timide. Et à ce moment-là, il était fragile, nerveux, vraiment nerveux de se retrouver à Hollywood. Et puis soudain, un homme se penche sur son épaule. C'est son vieil ami Groucho Marx, la star des Marx Brothers. Ils ne se sont pas croisés depuis des décennies. Chaplin lance à Groucho Marx « Reste au chaud, Groucho, t'es le prochain ». Ça voulait dire, je crois, reste en vie et tu auras ton Oscar toi aussi. Et il avait raison. Groucho Marx recevra l'Oscar d'honneur l'année suivante. Chaplin s'en va dès la fin du repas. Il passe le reste de l'après-midi à son hôtel. Vient alors la cérémonie des Oscars. Ici, au Dorothy Chandler Pavilion de Los Angeles. The inscription reads to Charles Chaplin for the incalculable effect he has had in making motion pictures the art form of this century. Il méritait cet Oscar, bien sûr. Qui d'autre, mon Dieu, si ce n'était Chaplin? Les Américains enfin lui donnent Oscar. Après, il aurait dû avoir 10 Oscars. Il y a eu une standing ovation. J'étais juste en dessous de lui.
Et il pleurait. Il pleurait. Tout le monde pleurait en fait. L'ovation était incroyable. Elle ne s'arrêtait pas. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Les gens étaient toujours debout. Ils applaudissaient, criaient, et Chaplin restait debout. Après cette incroyable et interminable ovation, tout le monde s'assoit et lui reste debout. Et puis il fait un petit discours. Words seem so futile, so feeble. I can only say that thank you for the honor of inviting me here. Ma mère qui disait, mais tu as interdiction de pleurer ou de leur faire des compliments, ce qu'il a fait tout de suite. Oh, you're wonderful, sweet people. Thank you. C'était le moment le plus émouvant qu'on puisse imaginer. Toutes ces années de folie, Hollywood, les fêtes, les films, les malheurs, tout ça, pour arriver en 1972 à ce moment de grâce. Ce qui était un tout petit peu triste, pour tout dire, c'est qu'il n'avait plus le visage du Charlot, du jeune Charlie Chaplin. Je ne sais pas pourquoi il a été trahi par l'Amérique, car les Américains l'aimaient. Ils voulaient son retour. Peut-être pas les officiels, le FBI, mais le public, oui, il l'aimait. C'était une incroyable cérémonie. Une question se pose alors. L'émotion de Chaplin ce soir-là est-elle vraiment celle que l'on croit? Il est bien sûr sensible à cet hommage, mais après 20 ans d'exil, il n'a rien oublié. Dès qu'il a eu son Oscar, il a dit à sa femme « Je veux rentrer, j'en ai assez, je veux rentrer chez moi ». Oh, I hate to see you go. Why don't you stay? It's too crazy here. Don't judge by what's going on today. It's just a passing phase. Very soon it'll all be over. Quite so. In the meantime, I'll sit it out in Europe. But that committee affair has made you the most popular man in America. From now on, you can write your own ticket. I've bought it. Back to the continent. Mais alors, pourquoi cette blessure? Comment est-elle née? Jusqu'à la fin de sa vie, Chaplin restera en conflit avec une certaine Amérique. Comment l'homme qui a tant créé, inventé, qui a fait rire le monde entier, a-t-il pu être chassé du pays qu'il a fait roi? L'histoire de ce contentieux commence 60 ans plus tôt, lorsqu'un jeune comédien anglais, doué et ambitieux, partait à la conquête du Nouveau Monde. En décembre 1912, une troupe anglaise de music hall traverse les États-Unis en direction de New York. La troupe du londonien Fred Karno, le plus grand promoteur de spectacles comiques en Angleterre. Quand on avait un peu de succès en Angleterre, après avoir fait le tour des villes anglaises, le vrai Eldorado, c'était les États-Unis. Depuis 6 ans, un jeune comédien prometteur a rejoint la troupe. Il a 23 ans et participe à la tournée américaine pour la 2e fois. Quand ils ont commencé la tournée américaine, les premières critiques n'étaient pas très bonnes. Sauf que tout le monde disait « il y a cet homme, Chaplin ». Ce soir-là, le public new-yorkais s'apprête à découvrir un phénomène. Dans ce nouveau spectacle, Chaplin interprète un personnage très novateur. Il n'intervient pas sur scène, mais au milieu des spectateurs, du jamais vu. Il faisait partie du public et il jouait un ivrogne qui commence à interpeller les acteurs et à perturber le spectacle. C'était un perturbateur et tout le monde riait de lui. Il faisait rire plus que les autres. Il tombait en permanence de son siège. Il était vraiment la star du spectacle. Ce petit Anglais fait tellement rire le public qu'il finit par susciter l'intérêt des grands critiques américains. Après cette représentation,
Voilà ce qu'écrit le très populaire Variety. Charles Chaplin est la marque de fabrique, le comédien principal. Chaplin est typiquement anglais, c'est le genre d'acteur que le public américain appréciera. Quelques semaines plus tard, en tournée à Philadelphie, Chaplin reçoit un étrange télégramme d'un cabinet d'avocats new-yorkais. Il recherche un certain Chaffin. S'il y a bien un Chaffin dans votre compagnie, dites-lui de contacter le cabinet Kessel et Bowman sur Broadway. Le message vient de New York, où habite une de ses tantes. Chaplin pense tout de suite à un héritage. Il espérait presque qu'elle soit morte et qu'elle lui lègue quelque chose. Dès lors, le jeune comédien retourne à New York pour rencontrer les avocats. Mais ce n'est pas pour une affaire d'héritage qu'on l'a fait venir. Kessel et Bowman viennent d'investir dans une nouvelle compagnie de cinéma, la Keystone, dirigée par le célèbre producteur Mack Sennett. Il avait entendu parler d'un certain Charles Chaplin et il pensait qu'il avait du potentiel. Les avocats lui proposent un contrat de 175 $ par semaine. Une fortune à l'époque. Cela représente 3 fois plus que ce qu'il gagne chez Carnot. Financièrement, c'était une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Mais Chaplin hésite. Il pense être un homme de théâtre et non de cinéma. Il exige des garanties et négocie un contrat d'1 an. Il est alors engagé, mais il doit malgré tout terminer sa tournée avec la troupe Carnot. Les derniers mois de représentation sont difficiles. Le jeune comédien s'angoisse à l'idée de quitter cette famille. C'est là où il a fait toutes ses armes, hein. C'est là où il a appris tous ses numéros, il a peaufiné l'art du mime. En décembre 1913, c'est l'heure du départ. Chaplin fait ses adieux à la troupe et il prend la direction de la Californie. Dès son arrivée à Los Angeles, Chaplin part à la découverte des studios Keystone. Depuis 2 ans, la compagnie est en plein essor, les tournages s'enchaînent, l'effervescence est permanente. L'usine de Mack Sennett, c'est des mecs qui font un film en 2 jours, si c'est en 1 journée. Les blagues, elles sont assez basiques, hein. C'est tarte à la crème, c'est le gendarme contre le voleur. Chaplin n'a jamais vu ça. Très impressionné, il n'ose pas se présenter. Il était très anxieux. Il est passé plusieurs jours de suite devant les studios de Keystone et il y a vu ces fous qui couraient partout. Alors il est reparti. Chaplin arrive dans cet univers-là, je sais qu'il a déjà une révélation du cinéma, il trouve ça extraordinaire, mais il ne sait pas quelle place vraiment y tenir. Le producteur exige alors sa présence. Et Chaplin vient faire ses premiers pas au cinéma. Dans ce tout premier film, il joue un jeune journaliste roublard. Des débuts qui ne sont pas très concluants pour Mack Sennett. Le producteur trouve sa nouvelle recrue trop jeune. Il ne reconnaît pas l'ivrogne qu'il avait repéré au sein de la troupe Carnot. Il faisait beaucoup d'erreurs. Il faisait des choses qu'on fait pour le musical anglais devant un public, mais qu'on ne fait pas devant les caméras. Il paraissait très sympathique à l'écran. Son visage, ses mouvements, son mime. Mais il lui fallait un personnage. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ce type ? C'est bien la question que se pose Mack Sennett, jusqu'au jour où il lance un défi à Chaplin. Sennett a besoin d'un figurant, alors il demande à sa nouvelle recrue de se créer un personnage en urgence, en piochant dans le vestiaire des autres comédiens. Il essayait les vêtements et rien ne lui allait vraiment. Chaplin improvise et décide de mélanger les tailles, un pantalon trop large, une veste trop petite. Comme il le faisait chez Carnot, il ajoute une moustache pour paraître plus vieux. C'est l'urgence. Il ne s'est pas assis à une table et a dessiné un costume. Non, non, il a pris voilà, il a vu ce chapeau marron, je le prends aussi. Dès lors, il rejoint vite le plateau avec ce costume, ce chapeau, cette canne et cette démarche étonnante.
Même s'il avait été créé par accident, ce costume était le bon. Chaplin entre en scène. La réaction de l'équipe est immédiate. Il ne devait être qu'un figurant. On ne voit que lui. C'est un tramp, un clochard, mais avec les gestes, les attitudes et les sensibilités d'un gentleman. En fait, Chaplin reprend les attitudes de l'ivrogne qui a fait son succès dans la troupe Carnot. Mais ce nouveau personnage a quelque chose d'inédit, une sorte de poésie naturelle. Sous les yeux de son producteur désormais enthousiaste, Charlot est en train de naître. Sennett demande alors à Chaplin d'éprouver immédiatement ce Charlot dans un autre film. Le tournage est totalement improvisé en extérieur et sans scénario. Il y avait un événement amusant à Venise. Une course de voitures pour enfants. Des garçons faisaient la course dans des voitures bricolées, des caisses à savon, ce genre de choses. Ils ne savaient absolument pas ce qu'ils allaient faire ici. Mais Chaplin et son caméraman ont eu une idée. Ils sont allés s'installer au milieu de la piste. Et Charlie s'est mis à faire des pitreries jusqu'à ce que la police arrive et les jette dehors. Au bout de quelques minutes, la magie opère. Le public ne s'intéresse même plus à la course, captivé par ce drôle d'agitateur. C'est un document exceptionnel, parce que les badauds, les spectateurs de la course, sont aussi les premiers gens au monde à avoir vu le Charlot de Chaplin. Le 7 février 1914, pour la première fois, Charlot apparaît dans les salles de cinéma. Le succès est immédiat. Sans attendre, la Keystone passe alors commande d'autres films à Charlie Chaplin. Au fil des tournages, il affine son personnage, son attitude, son histoire. Dans ce pays où tout le monde rêve de devenir Rockefeller, il a choisi d'incarner un vagabond sans argent, sans famille et sans passé. Il est pauvre, son pantalon trop large signifie qu'il était gros avant, mais qu'il a perdu du poids et qu'il n'a jamais pu le reprendre. Il est un peu moqué par les sédentaires, cette figure de l'électron libre qui n'appartient à aucune société, à aucun clan, qui est toujours sur la route. C'est un vagabond, c'est une victime. Voilà, dès le départ, le monde l'a mis à l'écart. Et il va, grâce à son astuce, grâce à sa façon de bouger, il va s'en sortir. Le personnage doit lutter à chaque instant, il est en crise permanente. Il doit trouver son prochain repas, il doit trouver la fille. Dans un monde dur, un monde où les policiers l'empêchent de dormir, un monde où les autres sont plus grands que lui. À chaque fois, c'est David contre Goliath, un thème universel. Ce qui me touche, c'est le regard social qu'il porte autour de lui, qui est extrêmement lucide, extrêmement acéré, et comment il rend ça de façon très drôle et très touchante. Les intentions sont sincères. On rentre dans une convention avec Chaplin, comme quoi les gestes sont exagérés, les attitudes parfois, ce qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui au cinéma, mais lui peut se le permettre, parce que c'est sincère. Un vagabond épris d'aventure et de liberté, qui aime les femmes et l'alcool. Un anti-héros qui bouscule les codes établis. Comment Chaplin a-t-il pu avoir l'idée d'un personnage aussi transgressif pour son époque? Tout simplement en allant puiser dans ses souvenirs d'enfance, en Angleterre, dans ces années de misère hantées par le fantôme d'un homme qu'il aurait aimé connaître davantage. Some say the cause was women, and some say it was bear. Lorsque Chaplin retourne à Londres, il se livre chaque fois à un passage obligé. Lambeth, un quartier autrefois populaire du centre-ville, au sud de la Tamise. Et plus précisément, Kennington Road. C'est dans cette maison ouvrière qu'il a grandi, à la fin du 19e siècle. Et à chacune de ses visites, les images du passé lui reviennent. Nous sommes à Kennington Road, en 1901. Comme tous les enfants du quartier, Chaplin connaît la misère et la pauvreté.
Ses parents se sont séparés quelques mois après sa naissance. Il vit aux côtés de sa mère Anna et ne voit pas beaucoup son père, Charles Chaplin Sr., un grand chanteur de music-hall. Il habite pourtant à 2 rues de là, avec une autre femme. Chaplin, durant une courte période, est resté habiter chez lui avec sa nouvelle compagne. Et il a vu souvent son père très ivre et très triste. Chaplin Sr. a connu la gloire. Des disques ont été produits sur son nom, mais depuis que la mère de Charlie l'a quitté, il n'est jamais parvenu à renouer avec le succès. Et c'est dans les pubs de Kennington qu'il tente d'oublier tout cela. C'était de tradition dans le milieu du music-hall. Tous les artistes s'offraient des tournées en permanence. Après le spectacle, ils se retrouvaient au bar. Pour eux, c'était gratis, histoire de pousser la clientèle à boire. Chaplin Senior n'avait que 37 ans, mais il était déjà rongé par l'alcool. Charlie se souviendra toujours de la dernière rencontre avec son père. Il avait 12 ans. C'était en avril 1901, à la sortie d'un pub. Une bouteille à la main. Il était très choqué de voir à quel point il était bouffi par la maladie. Lors de cette rencontre, ils se sont étreints. Et pour la première fois, son père l'a embrassé. C'est le dernier souvenir qu'il en a gardé. 3 semaines plus tard, Chaplin Senior s'écroule sur une table, dans un pub de Kennington, victime d'une cirrhose du foie. La mort de son père lui a provoqué une terrible peur de ce que l'alcool pouvait engendrer. Il n'a d'ailleurs jamais bu de sa vie. Il avait appris toutes les attitudes de l'ivrogne en regardant son père tituber et il en a tiré une parfaite imitation. Chaplin n'aura de cesse de puiser dans ses souvenirs d'enfance pour transformer la tragédie des oubliés de Londres en comédie universelle. Comme si Charlot était né pour rendre justice à ses frères d'infortune, aux sans-grades, aux opprimés, en témoignant de leur vie. Et justement, le personnage Charlot continue de séduire le public. En 1917, 3 ans après sa création, Chaplin est devenu la star de cinéma la plus en vue d'Hollywood. Il a déjà tourné plus de 60 courts-métrages et changé 2 fois de producteur. Il joue et réalise ses propres films. Pour renégocier ses contrats, il a fait venir de Londres son demi-frère, Sidney. Sidney était un brillant homme d'affaires. Charlie aussi, mais Sidney l'était encore plus. Charlie était tellement occupé à créer des comédies qu'il ne portait pas beaucoup d'attention aux affaires. Il savait qu'il valait de l'argent, qu'il fallait qu'il en gagne, mais ne faisait pas très attention aux détails. Et c'est là que Sidney entrait en jeu. Sidney s'occupait beaucoup de la pub de son frère, enfin il s'occupait de tout en fait. Et ça c'est un élément très important dans le dispositif Chaplin. Surtout une famille qui n'avait pas eu l'occasion d'être ensemble. Ils se sont vraiment serrés les coudes à l'époque. Et au mois de juin 1917, Sidney va pouvoir prouver toute l'étendue de ses talents. Chaplin vient d'être contacté par une grande compagnie new-yorkaise, la First National. Le vent a tourné, le petit gars de Kennington Road peut devenir riche, très riche. Et il ne va pas laisser passer l'occasion. Ils voulaient commander 8 courts-métrages à Charlie. Donc ils l'ont appelé à Hollywood pour savoir s'ils pouvaient faire affaire ensemble. Charlie et Sidney prennent le train pour New York. Et durant le voyage, Chaplin va pouvoir mesurer pour la première fois toute l'étendue de sa popularité. Chaplin voyageait sous son vrai nom, Charles Spencer. Il traversait les États-Unis en train et il y avait de nombreux arrêts. Il était très surpris de voir qu'à chaque arrêt, il y avait une foule immense. Et il a pensé, oh, il doit y avoir une célébrité dans ce train. Et puis, finalement, il s'est rendu compte que la célébrité, c'était lui. Il fait des films, il fait des films, il fait des films, et puis tout d'un coup, il relève la tête et il se rend compte que c'est une vedette interplanétaire. Tout le monde parlait de Charlie Chaplin. Et un phénomène étrange est apparu dans le pays. On appelait ça la Chaplinite, la folie de Chaplin.
C'était le début du cinéma. Il n'y avait jamais eu des stars comme ça avant. Il n'y a pas un endroit dans le monde où on ne connaît pas le personnage de Chaplin, ce qu'il a raconté, les émotions qu'il a données. Ce voyage en train a fait son œuvre. Chaplin n'imaginait pas avoir atteint une telle notoriété. Il a désormais un rêve, devenir millionnaire. L'argent a été chez Chaplin le nerf de la guerre, quoi. Il a toujours su être indépendant. Ça, c'est vraiment sa grande force très tôt, quoi. C'est la maturité. Au-delà du génie de l'artiste, il y a un homme d'affaires avisé qui se rend compte qu'il faut qu'il soit indépendant. Arrivé à New York, Charlie et Sidney attendent leur interlocuteur à l'hôtel. Pour se détendre, Charlie a emmené son violon. Mais après ce long voyage, Sidney manque un peu de patience. Charlie jouait très mal du violon. Vraiment très mal. Et son frère ne supportait plus de l'entendre jouer du violon. Alors, comme Charlie voulait encore jouer, il lui a demandé d'aller dans la salle de bain et il a fermé la porte. Lorsque les représentants de la First National arrivent, Charlie reste dans la salle de bain et laisse son frère négocier. Il revient au bout de 15-20 minutes et dit à Charlie, « Ils n'acceptent pas ta proposition. Ils n'iront pas plus loin que 500 000 $. Charlie continue à jouer du violon et lui dit, « Tu sais, Sidney, on avait dit qu'on aurait $1 million. Tu devrais y retourner. » Sidney comprend que la négociation ne fait que commencer. Il revient à plusieurs reprises voir son frère, avec de nouvelles propositions, en vain. Sidney revient et dit, « Charlie, c'est leur dernière offre. Ils ne veulent plus négocier. C'est 750 000 $, pas un de plus. » Charlie répond, « Dis-leur que je suis un artiste. Je ne connais rien à l'argent. Mais tout ce que je sais, c'est que je veux $1 million. » 10 minutes après, il revient et s'écrie, « Charlie, jette ton violon. Tu peux t'acheter un violoncelle. Tu as ton $1 million. » Son $1 million en poche, Chaplin est désormais libre de faire ce qu'il veut à Hollywood. Il commence par faire construire son propre studio. Un studio qui lui ressemble avec des bureaux et des décors inspirés du Londres de son enfance. Évidemment, l'Angleterre lui manquait. Il avait connu beaucoup de malheurs là-bas, mais il aimait être anglais. Donc, ce studio au style britannique lui rappelait ses racines. C'était plus chaleureux pour lui. C'est pour ça qu'il l'a fait faire ainsi. Et dans ces nouveaux studios, Chaplin recrée une famille. À la caméra, son fidèle Rolly Tostrow, avec qui il a appris l'art de filmer. Rolly était mon grand-père. Et il fut le caméraman de Chaplin pendant 38 ans. Rolly était son plus proche confident. Il l'aidait, à proprement parler, à faire ses films. Il choisit vraiment avec qui il va travailler. Et là commence vraiment une période, c'est vraiment, il est au sommet de son pouvoir. Désormais, Chaplin est seul maître à bord. Il joue la comédie, dirige les autres acteurs, il tourne et monte lui-même ses films. Quand il est en manque d'inspiration, la machine entière s'arrête. Quand surgit une idée, tout le monde doit être sur le pied de guerre. Il avait une liberté formidable grâce à son succès, grâce à sa compagnie et l'argent qu'il gagnait. Donc pour lui, ça n'était pas gagner de l'argent, c'était de faire des choses de grande qualité, quoi que ça coûte. Les films de Charlot connaissent un énorme succès populaire. Pourtant, le cinéaste commence à avoir des détracteurs. Aux yeux d'une certaine Amérique, Chaplin reste un étranger qui a fait fortune ici, mais qui refuse de prendre la nationalité américaine. Pire, il utilise son personnage pour se moquer du système. Il y a eu un comité formé en Amérique pour dire qu'il était trop violent, vulgaire. Il se fichait des bourgeois, trop
anarchiste un peu et qu'il fallait qu'il se calme. Il critiquait les gens qui avaient beaucoup de moyens, etc. Et touchait à des choses de la société que personne ne touchait avant. Dans l'humour, dès qu'on rassemble et dès que ça commence à faire du bruit, alors ça commence à se crisper un peu. Et les personnages comme Chaplin sont des personnages qui ont aussi dérangé. À Washington, un homme en particulier a déjà Chaplin en ligne de mire. Il s'appelle J. Edgar Hoover. Il n'a que 21 ans et vient d'être engagé au département de la justice pour surveiller les ressortissants étrangers. Une fonction que Chaplin vient de tourner en dérision dans son film L'Immigrant. Hoover ne le supporte pas et il commence à s'intéresser au cas de Chaplin. Le fait qu'il n'ait pas voulu prendre la nationalité américaine, ça crée une suspicion, c'est-à-dire que ça ne peut pas être un bon Américain puisqu'il n'est même pas américain. Donc tout de suite, il devient une cible pour Hoover parce que c'est quelqu'un qui n'est absolument pas conformiste. Et les anticonformistes, comme Chaplin, c'est le début de la subversion pour Hoover. Hoover n'est pas encore le puissant patron du FBI. Le Bureau fédéral d'investigation ne sera créé que 7 ans plus tard, mais il surveille déjà Chaplin. Et il ne tarde pas à découvrir qu'il a un point faible. En 1918, les nouvelles fortunes du cinéma s'installent sur les hauteurs de Beverly Hills, où ils organisent des fêtes décadentes. On y retrouve de l'alcool, de la drogue et de jeunes actrices. Chaplin est bien sûr un membre éminent de ce que l'on appelle la colonie d'Hollywood. Beaucoup de ses amis sont perdus dans la fête. Il était très bon à distraire les gens, à les amuser, à les faire rire. Il avait tout ça, mais je pense qu'il faisait jamais ça. Il s'est jamais perdu là-dedans. Pour lui, ni alcool, ni drogue. En revanche, il aime les femmes. Et surtout, les très jeunes femmes. Dans l'une de ces fêtes, il rencontre Mildred Harris. C'était chez Sam Goldwyn, chez qui il avait l'habitude de jouer au poker. Elle était petite comme lui, et il aimait les filles de sa taille, si vous voyez ce que je veux dire. Mildred Harris rêve de devenir actrice. Elle n'a alors que 16 ans. Chaplin tombe sous le charme, mais l'idylle sera brève. Il trouvait Mildred Harris très jolie, mais Chaplin disait lui-même qu'elle n'était pas très intelligente. Il pensait qu'ils n'étaient pas compatibles. Mais Mildred est plus maligne qu'il n'y paraît. Elle n'entend pas laisser filer le meilleur parti d'Hollywood. Quelques semaines après leur rencontre, elle lui annonce qu'elle est tombée enceinte. Chaplin prend peur. Mildred est mineure. Il risque la prison. Il est contraint de l'épouser. Mildred Harris, comme beaucoup de jeunes filles à Hollywood, pensait à sa carrière. Et devenir Madame Chaplin aurait certainement pu l'aider. Elle lui a donc fait croire qu'elle était enceinte, mais en réalité elle ne l'était pas. Ils se sont mariés et elle est tombée enceinte après le mariage. Chaplin s'est laissé prendre au piège. Marié à une femme qu'il n'aime pas, il entre dans une période de vide artistique. Il est certain que son mariage avec Mildred Harris a été une sorte de blocage créatif. Il commençait des films, il les abandonnait. Pour fuir ce mariage forcé et retrouver le goût du cinéma, en janvier 1919, Chaplin lance United Artists, une nouvelle compagnie de cinéma fondée avec ses 2 meilleurs amis, le couple d'acteurs Douglas Fairbanks et Mary Pickford. Ce sont Douglas et Mary qui l'ont convaincu de venir vivre près d'eux. Charlie, Douglas et Mary étaient comme des frères et sœurs. Ils s'aimaient à ce point. Le jour de la signature, comme d'habitude, Chaplin fait rire et sauve les apparences. Mais le drame qu'il vit à la maison ne fait qu'empirer. Norman, l'enfant que porte Mildred, est atteint d'une malformation. Il décède 3 jours après sa naissance.
Évidemment, ça a été un coup dur pour Chaplin. Mais c'est étrange parce que, à partir de ce moment-là, il a eu l'idée de faire un film avec un enfant. À 30 ans, dévasté par la perte de son premier enfant et l'échec de son mariage, Chaplin se remet donc au travail pour extraire de sa tragédie personnelle l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre. 4 jours après la mort de son fils, Chaplin auditionnait de jeunes garçons au studio. Au départ, il cherchait des enfants pour l'une de ses productions, Charlot Picnic. Mais pendant le casting, un garçon va tellement l'émouvoir qu'il l'embauche sur le champ. Il s'appelle Jackie Coogan. Il disait un truc sur Jackie Coogan. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je vois ce garçon, j'ai envie de pleurer. Quelques jours plus tard, des banquiers et des investisseurs étrangers visitent les studios. Cela fait des mois que Chaplin n'a pas produit de film. L'atmosphère est lourde, mais la compagnie de Jackie Coogan va aider à détendre les financiers. Il met son uniforme de Chaplin, donc ils sont très contents. Il joue avec le gamin, Jackie Coogan, dont il ne sait absolument pas ce qu'il va en faire, et pour amuser les banquiers. Il disait « Jackie est si malléable que quand je lui montre quelque chose, il arrive à le faire exactement comme je lui montre. Et il le fait encore et encore sans perdre en spontanéité ni en émotion. Il sentait vraiment qu'il avait trouvé en Jackie Coogan le parfait acteur. » Jackie a rassuré les investisseurs, mais surtout il inspire Chaplin. Il a alors l'idée de son premier long-métrage, dans lequel Charlot adopterait un enfant. Il l'appellera tout simplement le Kid. Dès lors, une blessure se rouvre. Une figure du passé ressurgit, celle de sa mère, Anna, et ce drame de l'abandon qu'ils ont vécu côte à côte, mère et fils. En cette fin du 19e siècle, Anna Chaplin est artiste de music-hall. Elle élève seule ses 2 garçons, Charlie et Sidney. Depuis son divorce avec Charles Chaplin Sr., elle n'a que la misère de Kennington Road à proposer à ses fils. Même quand elle était au fond du trou, elle leur apprenait l'amour du théâtre et la créativité. Elle leur racontait des histoires bibliques, les divertissait avec des anecdotes de music-hall. Et il disait que c'était une merveilleuse imitatrice. Mais Anna va mal. Elle ne travaille plus depuis longtemps. Elle reste des journées entières à la maison à interpeller les gens dans la rue. En fait, elle sombre lentement dans la folie. Il l'a vue devenir progressivement déprimée et psychotique. Elle regardait par la fenêtre, ce qu'elle disait n'avait aucun sens. Il a été témoin de tout ça, ça lui a brisé le cœur. En 1898, Anna est internée à l'asile de Canhill. Les médecins sont alarmistes. Le cas est très grave. Sa maladie mentale était la conséquence d'une maladie vénérienne, plus précisément la syphilis. Elle aurait souffert d'une syphilis de niveau 3. Les médecins ont dit que c'était la cause de sa folie parce qu'au niveau 3, c'est le système nerveux qui est touché. Charlie ne saura jamais comment sa mère a attrapé cette maladie. Anna était une femme volage qui aimait les hommes. Ils passent plusieurs mois à l'orphelinat, jusqu'à son retour à la maison. Mais quelques années plus tard, elle fait une terrible rechute. Un jour, des enfants sont venus lui dire « Ta mère est devenue folle. Elle est dans la rue et elle distribue des morceaux de charbon aux passants. » Et il a dû aller la chercher pour l'emmener à l'hospice, puis à l'asile. Et cette fois, Charlie va devoir la ramener lui-même à l'asile. Il a désormais 14 ans, vit seul avec elle. Son frère Sidney a rejoint la marine. L'image d'un garçon de 14 ans devant emmener sa pauvre mère folle à l'hôpital, la laisser là-bas, puis repartir seul,
C'est une image terrible que nous avons de la vie de Chaplin à ce moment-là. À partir de ce jour, Anna ne quittera plus jamais l'hôpital psychiatrique. Charlie se retrouve totalement seul, mais il refuse de retourner à l'orphelinat. L'orphelinat londonien de l'époque, c'était très très dur, c'était comme être en prison. Donc tout ça l'a profondément traumatisé. Et il était très fier, il est resté seul. Les gens lui proposaient de l'aide, il disait non, ça va. Pendant plusieurs mois, Charlie survit en travaillant ici et là. Parfois, il est obligé de dormir dans la rue. La situation perdure jusqu'à ce que son frère Sidney, de retour en Angleterre, finisse par le retrouver. Quand Sidney est revenu d'Afrique du Sud, il a pris Charlie sous son aile. Il l'a aidé financièrement jusqu'à ce qu'il lui trouve un travail au théâtre. À compter de ce jour, les deux frères ne se quitteront plus. Tous les souvenirs de cette enfance difficile, son sentiment d'abandon, Chaplin les insuffle dans le Kid. Il parvient à transcender son chagrin, mais une nouvelle épreuve l'attend. Alors que le tournage touche à sa fin, sa femme Mildred passe à l'attaque. Elle l'accuse dans la presse d'avoir déserté le domicile conjugal. Je n'ai pas vu M. Chaplin depuis 2 semaines et je ne vis plus avec lui depuis des mois. J'en conclus qu'il m'a quittée. Pendant ce temps, ses avocats lancent une procédure de divorce et projettent de ruiner le cinéaste. Madame Chaplin demande à la Cour de bloquer les fonds engagés par M. Chaplin dans plusieurs films. Des fonds estimés à plus de 500 000 $. En clair, les avocats réclament les bobines du Kid. Mais Chaplin n'a pas l'intention de se laisser voler son film. En pleine nuit, il réveille toute son équipe. Grand-père raconte qu'il est venu chez lui, a frappé à la porte et a dit « Viens au studio, embarque les films, nous devons partir ». Il a dû emporter les négatifs du film à Salt Lake City, puis dans le New Jersey. Il voulait échapper aux huissiers qui cherchaient à les récupérer en tant que propriété commune. On aurait pu tout lui prendre, et il avait très peur de cela. Pendant des semaines, il traverse les États-Unis d'hôtel en hôtel, avec toujours une longueur d'avance sur les huissiers. C'était une sorte de film de Chaplin qui se tramait en parallèle. Il traversait les halls d'hôtel habillé en femme pour que personne ne le reconnaisse. Il allait se cacher dans le désert avec ses bobines de film. C'est le personnage de ces films, quoi. C'est-à-dire que le monde entier se retourne contre lui. Et ben, tout petit bonhomme qu'il est, il s'en prend plein la gueule, mais le mec continue, il avance, quoi. Finalement, toute cette histoire s'arrête après une longue bataille judiciaire et médiatique. Le divorce est prononcé en novembre 1920. Mildred Harris obtient 200 000 $ et la moitié des biens de Chaplin. En contrepartie, il a pu sauver son film. Le Kid sort en salle 2 mois plus tard. Son succès dépasse tout ce que Chaplin avait connu jusque-là. Les critiques sont dithyrambiques et la foule se masse dans tous les cinémas. Le film est vendu dans 50 pays. C'est un nouveau record. C'est sa plus grande réussite. La manière dont il parvient à vous faire rire et pleurer à la fois. Pour la première fois, il y a quand même des scènes très très dramatiques dans The Kid. Il y a notamment à un moment donné la DAS qui va chercher l'enfant. On voit Jackie Coogan qui tend les bras comme ça, on voit Chaplin le reprendre, les violons hurlent de partout, il poursuit par les toits la voiture, il va jusqu'à se battre avec quelqu'un, enfin des éléments très forts qui n'existaient pas avant chez Chaplin. Il rentre dans un vrai univers dramatique.
C'était le premier film dans lequel il avait vraiment puisé dans ses souvenirs d'enfance. Mais le plus émouvant, c'est qu'il venait de perdre son enfant. Quelques semaines après la sortie du Kid, Chaplin connaît un nouveau bouleversement dans sa vie. Sa mère, Anna, arrive aux États-Unis. Après plus de 10 ans de séparation, il a décidé de la faire venir à Hollywood. Un de ses assistants est parti la chercher au port de New York, mais les retrouvailles s'annoncent compliquées. Elle semblait vraiment bien et elle est allée au bureau de l'immigration. Quand l'agent lui a dit « Vous êtes la mère de Charles Chaplin ?» Elle a répondu « Oui, et vous, vous êtes Jésus-Christ. » Ça aurait pu mal se passer, mais non. Et elle a pu aller vivre en Californie. Charlie lui a trouvé une petite maison au nord d'Hollywood. Elle y passera les 8 dernières années de sa vie. Anna reçoit beaucoup de visiteurs, mais rarement son fils. Il y avait un couple qui s'occupait d'elle. Tout ce qu'elle voulait, elle l'avait. Mais c'était très déprimant pour lui d'aller la voir. Ce qui est là, pour moi, le plus marqué, je crois, ça a été d'être confronté à la folie de sa mère. La mère qu'il avait aimée, la mère de ses souvenirs, était belle, talentueuse, pleine de vitalité. La femme qu'elle était devenue était psychotique, obèse, vieille avant l'âge, un personnage à la fois triste et tragique. Sa grand-mère et sa mère ont fini dans des instituts psychiatriques. Et je pense qu'il avait une petite peur aussi d'un jour devenir fou. C'est le grand drame de Chaplin, celui qu'il tentera d'exorciser dans sa vie sentimentale. Ce souvenir heureux d'une mère jeune et belle, il n'aura de cesse de le chercher dans ses conquêtes amoureuses. Cela explique un peu pourquoi il était attiré par les jeunes filles. Pas par obsession pour les nymphètes, mais surtout par peur de la vieillesse. Et 3 ans après son divorce avec Mildred Harris, Chaplin retombe amoureux. Amoureux une nouvelle fois d'une adolescente. Avec le Kid, Chaplin a pris goût au long métrage. En 1924, il se lance dans un projet pharaonique, La ruée vers l'or. Des décors naturels, plus de 600 figurants et un budget de 2 millions de $. C'est le film le plus cher de l'année. Ils avaient engagé un groupe de clochards à Sacramento et les avaient fait venir en train pour filmer la scène d'ouverture. C'était assez difficile, au milieu de toute cette neige, d'essayer de maîtriser les prises et tout ce qui se passait. Charlot prend aussi une nouvelle dimension dans ce film. Une dimension plus philosophique. Chaplin retrouve ses grands thèmes, l'amour, la faim, la pauvreté et l'appât du gain. Certaines scènes deviendront cultes. Mais le tournage va une nouvelle fois être perturbé par la vie intime de Chaplin. Cette jeune actrice derrière lui s'appelle Lita Grey. Elle a 15 ans. Au début du tournage, elle joue le rôle principal. Chaplin l'avait rencontrée pendant le casting du Kid, 3 ans plus tôt. Charlie cherchait une jolie fille pour le Kid. Elle s'est présentée, elle portait les talons de sa mère. Elle avait relevé ses cheveux et elle a passé l'audition.
Elle plaisait beaucoup à Chaplin. Selon Lita, il aurait créé cette séquence du rêve dans le Kid uniquement pour lui offrir le personnage de l'ange. Dans cette séquence surréaliste et prémonitoire, Charlot devait résister à l'ange de la tentation, incarné par la jeune Lita Grey, alors âgée de seulement 12 ans. Aucun des associés de Chaplin ne pensait qu'elle était particulièrement photogénique ou talentueuse. Mais elle était engagée, car Chaplin était enthousiaste et on ne s'opposait pas à son enthousiasme. 3 ans plus tard, Chaplin l'engage donc à nouveau pour La Ruée vers l'or. Mais ils ont une aventure pendant le tournage, et la jeune fille tombe enceinte. Elle doit alors abandonner son rôle. Chaplin a proposé qu'elle avorte, mais la famille de Lita a dit non, et ils ont insisté pour qu'ils se marient. Le mariage est célébré au Mexique et officialisé dans la presse le 26 novembre 1924. Pour la deuxième fois, Chaplin vient d'épouser une adolescente pour éviter la prison. Il lui a dit immédiatement « Je n'ai aucune intention d'être un mari pour toi. Je serai là pour des raisons sociales, mais il n'y aura rien d'autre. » Charlie va pourtant avoir 2 enfants avec Lita, Charles Jr., puis Sidney. Mais cela n'y change rien. La jeune femme se sent délaissée. Alors à 18 ans, elle quitte le domicile conjugal et demande le divorce. Ça a été pire que pour son premier divorce. Ils se sont battus dans la presse à coups de gros titres. Dans la presse, Lita Grey dresse un portrait assassin du père de ses enfants, entachant encore un peu plus l'image de Chaplin. Madame Chaplin déclare que l'acteur l'aurait menacé 2 fois avec un revolver et lui aurait suggéré de se suicider. On dit que c'est à l'époque du divorce avec Lita Grey que ses cheveux ont blanchi, presque en une nuit. C'est quand même dingue de voir que Charlie Chaplin, qui observait si bien la nature humaine, était incapable de voir ses propres défauts. Who knows what sin is, born as it was from heaven, from God's fallen angel? Who knows the ultimate destiny it serves? After all, what would you be doing without sin? Pendant ce temps à Washington, son pire ennemi, J. Edgar Hoover, vient de prendre ses fonctions à la tête du FBI. Sa première cible, Hollywood. Accusé par les ligues de pervertir l'Amérique, il a la ferme intention d'y ramener l'ordre et la morale. Ce qui le dérange dans Hollywood, c'est décuplé par Chaplin. C'est-à-dire qu'il y a à Hollywood un espace de liberté, que ce soit au niveau politique, au niveau des mœurs, qu'il n'y a nulle part ailleurs dans la société américaine. Ce que Hoover détestait profondément chez Chaplin, c'est sa liberté. Mais le cinéaste ne sent pas encore grandir cette menace, car pour le moment, il a d'autres préoccupations. À la fin des années 20, tout s'effondre à Hollywood. La crise financière de 1929 fait vaciller l'économie américaine et n'épargne pas l'industrie du cinéma. Les studios ferment les uns après les autres. Chaplin a été mieux conseillé, il a eu le temps de mettre sa fortune à l'abri. Mais il y a autre chose qui l'inquiète, l'arrivée d'une révolution technologique, le cinéma parlant. Buster Keaton, Laurel et Hardy, toutes les stars de sa génération sont tombées dans l'oubli. Alors que va faire Charlie Chaplin face à ce grand bouleversement? Lui qui a toujours été à l'avant-garde, à la pointe de la modernité, s'obstine à croire en l'avenir du cinéma muet. À la fin des années 20, l'inquiétude grandit au studio Chaplin. Le retour des salles n'est pas bon, tous les derniers films muets n'ont pas marché. Pendant la dépression, les choses étaient dures. De nombreux studios avaient fermé. Chaplin venait de divorcer avec Lita Grey, donc il avait beaucoup de problèmes d'argent. Chaplin sent monter la pression de toutes parts, ce qui lui inspire d'ailleurs une scène dans son nouveau film, Le Cirque.
Pour la première fois, Chaplin ne remplit plus les salles. Le cirque est son premier échec commercial. Charlie est inquiet pour la suite. Un film parlant, un film muet, quel est mon avenir? Personne ne savait ce qui allait se passer. C'était le début de la fin pour tous. Ils étaient dévastés. Désormais, tout avait changé pour eux. Même son propre frère, Sidney, d'habitude si optimiste, sent le vent tourner. Ils viennent d'échapper de justesse au krach boursier. Avec tout ce qu'ils ont gagné ces 15 dernières années, ils peuvent vivre très confortablement jusqu'à la fin de leur jour. Sidney lui propose alors de prendre le large. Il a dit à Charlie, c'est bon, on en a assez fait, on arrête. Et Charlie a dit, pas moi. Quand son frère lui dit, le parlant arrive, on arrête tout, on est assez riche, etc., il dit, non, non, j'ai encore des choses à dire. Je vais le dire comme ça parce que je sais faire comme ça. Et Sidney a dit, moi j'arrête. Et il l'a fait. Sidney repart en Europe couler des jours heureux. Charlie se retrouve donc seul pour affronter la fin du muet. Il a fait tellement de beaux films muets, tous de grands succès. Et là arrive une révolution technologique qu'il ne sait pas trop comment gérer. Donc il était prudent par rapport aux films parlants. Chaplin a un autre problème avec l'arrivée du parlant. Il déteste sa voix. Est-ce qu'il peut continuer à être Charlot et en même temps parler? Parce que Charlot ne parle pas. Il s'exprime avec son visage, avec sa façon d'être, avec sa façon de jouer, avec son corps. Chaplin avait un gros problème et il l'a résolu, tout simplement en ne parlant pas. C'est décidé. Chaplin ne cédera pas aux sirènes de la modernité. Pour lui, le cinéma parlant n'est qu'une mode passagère. Son nouveau film, Les Lumières de la ville, sera muet. La première a lieu à New York en janvier 1931. Le tout Hollywood a traversé les États-Unis pour découvrir le nouveau Chaplin. Le cinéaste a invité un autre génie de son siècle, son nouvel ami, le professeur Albert Einstein. Il avait peur que personne ne vienne voir le film, parce qu'aucun film muet n'était sorti depuis des années. Le film est une histoire d'amour entre Charlot et une petite vendeuse de fleurs qui a perdu la vue. Une œuvre poétique, émouvante et sans aucun dialogue. Au final, c'est devenu le 3e plus gros succès de l'année. Le magazine Life a déclaré « Le muet, si c'est Chaplin qui réalise, ça reste de l'or ». Il fait la démonstration indispensable qu'on peut rester ce qu'on veut être, quelle que soit la situation, quoi. Et je pense qu'on a besoin, tout le monde a besoin qu'il y ait de temps en temps des gens qui nous le rappellent, quoi. Chaplin fait à nouveau la une des magazines, mais pour son art cette fois. Un succès qui pourtant ne le rassure pas. Seul, fatigué et inquiet pour l'avenir du cinéma, il a besoin de prendre du recul. Il veut quitter la morosité ambiante à Hollywood. Alors que va-t-il faire? Comment ne pas être perçu comme un anachronisme, comme la vedette d'une époque révolue, à côté de la plaque? En février 1931, il va quitter les États-Unis et la Californie pour promouvoir les Lumières de la ville en Europe. Il n'imagine pas encore à quel point ce voyage va changer sa vision du monde et donner à son art une seconde jeunesse. Première escale, l'Angleterre. Chaplin arrive dans sa ville natale par le train et retrouve le sourire. Le fils prodigue est de retour. Il aimait être apprécié par la population des pays dans lesquels il se rendait, mais il aimait aussi pouvoir y être reçu en tant qu'une personnalité qui pouvait dialoguer avec
donc des chefs d'État, des intellectuels, d'autres artistes. À Londres, Winston Churchill, futur Premier ministre, demande à le rencontrer. Le Mahatma Gandhi, venu négocier l'indépendance de l'Inde avec l'Angleterre, est également curieux de le voir. En se positionnant aux côtés des grands du XXe siècle, il devenait lui-même un grand du XXe siècle. Mais au-delà de la liesse populaire et de l'engouement pour ses films, Chaplin se rend compte que la Grande Dépression a dépassé les frontières de l'Amérique. Partout en Europe, les peuples souffrent et les grandes nations se replient sur elles-mêmes. Il était devenu très conscient de la situation mondiale. Et ce qu'il voyait, c'était les dangers du nationalisme. En mars 1931, Chaplin arrive en Allemagne. Et il va pour la première fois être lui-même la cible de ce nationalisme ambiant. À Berlin, le peuple lui fait un triomphe, mais la presse nazie se déchaîne contre lui. Parce qu'il est l'ami d'Albert Einstein, on le dit juif. Der Jude Chaplin wurde bei seinem Besuch in Berlin von einer begeisterten Menge begrüßt. Es lässt sich nicht leugnen, ein Teil des deutschen Volkes applaudierte damals ahnungslos den zugewanderten Juden, den Todfeinden seiner Rasse. Dans un dictionnaire qu'ils ont rédigé pour lister un certain nombre de personnalités juives, ils incluent Chaplin. Charlie Chaplin, ce petit juif gigotant, ennuyeux et répugnant, est devenu un mythe de notre époque pour les familles israélites. Cette époque est révolue. En découvrant ce texte et sa photo dans cette liste d'hommes à abattre, Chaplin est sous le choc. Mais il décide de laisser planer le doute sur ses origines. Il n'est pas juif, mais il ne cherchera jamais à le démentir. Il disait toujours que nier être juif reviendrait à entrer dans le jeu des antisémites. Mais le voyage à Berlin lui réserve une autre surprise. La presse évoque aussi une étonnante ressemblance, une étrange concordance de dates avec l'une des figures montantes de la droite nationaliste. Quand Chaplin arrive en Allemagne, il y a des petits dessins de caricature qui commencent immédiatement, avant même la prise du pouvoir par Hitler, à comparer les deux, le personnage de Charlot ou la personnalité de Chaplin et Adolf Hitler. Ils étaient nés presque le même jour, la même année, en 1889. Ils avaient la même silhouette, la même moustache. Il y avait des journaux qui disaient que Hitler avait pris cette idée de moustache à Chaplin. Et ça l'a beaucoup énervé. À son retour aux États-Unis, Chaplin ne cesse de repenser à tout cela. Il n'est plus le même homme. À 43 ans, il ne veut plus seulement faire rire, mais il comprend que son cinéma peut aussi éveiller les consciences. Il a vu les ravages de la dépression sur les peuples. Alors, sa première cible sera le capitalisme. En 1936, il reprend son costume de Charlot pour une satire du monde industriel. Les temps modernes, c'est un film qui dénonce la consommation à outrance. Vous ne le regardez non pas comme une comédie légère, mais comme un vrai film social. Et en même temps, c'est très drôle. Quit stalling, get back to work. Go on. C'est une dénonciation de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Voilà, le monde court à sa perte, le profit, le temps, l'argent, etc. Et tout. Et voilà, et c'est magnifiquement fait. Et puis on a enfin Paulette Godard. Paulette Godard, la nouvelle compagne de Charlie Chaplin. Une actrice de 21 ans rencontrée à son retour d'Europe, il lui a confié le premier rôle féminin. Après une enfance assez semblable à la sienne, séparation, abandon, il y avait donc entre eux une sorte de compassion et d'identification.
C'est son dernier film muet. C'est très émouvant de voir qu'il a trouvé l'amour en chemin. D'ailleurs, il ne part plus seul, pour la première fois. Mais ce n'est pas l'histoire d'amour que le public retiendra des temps modernes. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi Chaplin veut donner une dimension politique à ses films. L'accueil en salle est mitigé. Ce n'est pourtant qu'un coup d'essai, car il est déjà en train d'écrire un nouveau pamphlet. Adolf Hitler a pris le pouvoir en Allemagne, et alors que personne ne semble réagir à Hollywood, lui entend bien marquer les esprits. Il va en quelque sorte régler ses comptes avec ce double maléfique. Pour camper son dictateur, Chaplin s'inspire d'une série de photos sur lesquelles Hitler s'entraîne à prendre des postures. Hitler a pris des cours avec un professeur qui lui a appris à prendre des poses, à apprendre à s'exprimer. Chaplin voit tout de suite les ficelles de ce que nous pourrions appeler, nous, l'aura d'Adolf Hitler. Lui, il voyait le pantin, quoi. Il n'imaginait pas que l'horreur qu'elle allait suivre, bien sûr, mais il y voyait le pantin, quoi. Donc c'était une source d'inspiration, un fou pareil. Pour la première fois, Chaplin écrit un scénario avec des dialogues. Il y consacre 2 années entières. Il s'est résigné à abandonner l'art du muet par nécessité. Uniquement parce qu'il voulait des discours dedans. Des discours tels qu'un politicien les ferait. En septembre 1939, Chaplin débute le tournage du Dictateur dans un climat très tendu. Son frère Sidney, de passage, tourne ses images en couleur. Au même moment, la situation s'envenime en Europe. L'Angleterre et la France viennent de déclarer la guerre à l'Allemagne. Les États-Unis refusent de prendre part à cette guerre. Et le projet de Chaplin dérange. Notamment J. Edgar Hoover, le patron du FBI, devenu l'homme le plus puissant d'Amérique. Hoover a été comme beaucoup de dirigeants américains de l'époque, c'est-à-dire qu'il a plutôt vu d'un bon œil, dans un premier temps, je pense, la montée du fascisme en Allemagne, pour la simple raison que c'est l'alternative au communisme. Donc, dites aux Juifs d'Hollywood d'arrêter d'exaspérer les Allemands, c'est pas le moment. Hitler, vous savez, il avait beaucoup de succès au début. Donc c'est une sorte de héros aussi pour beaucoup de monde. Chaplin subit des pressions politiques et financières, mais il ne plie pas. Au contraire, il retrouve l'énergie de ses débuts. Il travaille jour et nuit, refait chaque prise des dizaines de fois. Le tournage dure plus de 7 mois. Charlie était un bourreau de travail. Ce n'était pas rare de rester 16 ou 18 heures d'affilée en tournage. Et puis de revenir le lendemain pour tout reprendre à zéro. Chaplin veut être précis. Les films de propagande nazie lui ont inspiré ses décors, ses costumes. Plus que jamais, il veut réussir ce film. Conscient que l'enjeu cette fois n'est pas seulement cinématographique. Son exigence est sans limite, envers son équipe et envers lui-même. Il devient ce fou, il devient ce tyran, il devient ce dictateur, mais avec la petite chose, le petit geste qui décale tout. Le 15 octobre 1940, le film est projeté à New York en première mondiale. Mais là encore, l'intention politique de Chaplin ne passe pas. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. Dans la dernière scène, Chaplin abandonne son costume de comédien pour un discours personnel très engagé. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts.
Quand la célébrité de Chaplin efface son personnage, quand Chaplin arrête de faire Charlot, quand il devient un homme politiquement engagé qui fait des discours, ça devient problématique, parce qu'il devient une figure très polarisée en Amérique. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Le film est certes nominé 5 fois aux Oscars, mais ils sont rares à percevoir son aspect visionnaire. Pourtant, en 1940, Hitler a déjà commencé son projet destructeur. Il avait compris comment parler aux gens, comment leur raconter le monde. C'est un peu prophétique ce qu'il a montré là. Ce qui allait se passer avec les Juifs. C'était le seul à Hollywood qui a sorti un film comme ça. Il a dit que s'il avait su pour les camps d'extermination, il n'aurait jamais pu en faire une comédie. Après la guerre, on découvrira qu'Hitler a visionné le dictateur. Les archives nazies révèlent la commande d'une copie du film. Si l'élite nazie avait bien une qualité, c'est qu'elle adorait le cinéma. Et même pendant la guerre, les nazis trouvaient des moyens de se procurer des films anglais et américains via des pays neutres. Le cinéaste a laissé une nouvelle fois beaucoup de lui-même dans ce film, à commencer par son couple. Paulette Goddard le quitte au cours de l'année 1941 et divorce 1 an plus tard. Cela faisait des mois qu'ils ne se voyaient plus. Ceux qui ont collaboré avec Chaplin savent qu'il était totalement absorbé par son travail. Et bien sûr, ses épouses ne comprenaient pas pourquoi il les négligeait complètement. Son esprit tout entier était focalisé sur son travail. Paulette Goddard, magnifique. Je pense que c'était, avec ma mère, c'était la femme de sa vie aussi. Il a vécu une énorme histoire d'amour avec elle. Cette relation a vraiment humanisé Chaplin. Ça l'a préparé pour Oona. Car 2 ans plus tard, à 54 ans, Chaplin fait une nouvelle rencontre. Oona O'Neill, la fille du prix Nobel Eugene O'Neill, une apprentie comédienne de 17 ans qui passe à l'époque ses premiers castings. Quand il a rencontré cette autre adolescente, tout le monde autour de lui était très anxieux. Tous ceux qui étaient au courant de leur idylle ont cru que c'était encore lié à son attirance pour les jeunes filles. Après tout, il était dans la cinquantaine et elle sortait à peine de l'adolescence. Ça ne pouvait être que son fantasme sexuel obsessionnel. Mais en réalité, c'est devenu sa plus grande histoire d'amour. Ils étaient passionnément amoureux, et lui qui a été un cœur d'artichaut, qui a collectionné les femmes, là, ça a été vraiment une idylle extraordinaire. Chaplin épouse Oona quelques mois après leur rencontre. Mais le début de cette idylle est entaché par une nouvelle affaire de mœurs, l'affaire de trop. Le 4 juin 1943, Joan Barry, 23 ans, accuse Charlie Chaplin d'être le père de son enfant. Il a effectivement eu une liaison avec elle, 1 an avant de rencontrer Oona. Mais trouvant la jeune femme instable, il avait préféré rompre rapidement. Toute l'histoire a dégénéré lorsque Chaplin l'a quittée. C'est là qu'elle a commencé à causer de nombreux problèmes. Quelque temps après leur séparation, Joan Barry s'introduit en pleine nuit au domicile de Chaplin. Son fils, Sidney, est présent ce soir-là. Il monte à l'étage et il voit son père l'air préoccupé. Il lui dit « Papa, je peux venir te voir ?» Et son père lui répond sèchement « Non, pas maintenant. » Et là, il voit Joan Barry dans la chambre de son père avec une arme dans les mains. Joan Barry sera arrêtée à 2 reprises pour harcèlement. Chaplin pensait cette affaire enterrée jusqu'à cette demande de reconnaissance en paternité. Des accusations qui sortent en même temps que l'annonce officielle de son mariage avec Oona. Pour de nombreux Américains, c'en est trop.
L'attirance de Chaplin pour les jeunes femmes n'est plus supportable. La Légion américaine, les vétérans catholiques, tous les groupes féministes, je crois qu'ils n'aimaient pas vraiment cette image de vieux dégueulasse qui vivait avec des jeunes femmes. Pour une partie de la population, ce n'était plus qu'un coureur de jupons vieillissant. L'affaire John Barry, beaucoup de gens lui ont tourné le dos à cause de ça. Et au même moment, il se marie avec Una O'Neill, une jeune fille de 18 ans alors qu'il en a plus de 50. À Washington, un homme se frotte les mains. Depuis plus de 20 ans, J. Edgar Hoover attend le premier faux pas de Chaplin pour le faire tomber. Son dossier s'est épaissi au fil des années, mais il n'a encore rien trouvé d'illégal. Alors cette affaire John Barry, Hoover va s'en occuper personnellement. Ce qui est fascinant, c'est comment tout a été mis en scène par le FBI. John Barry ne voulait pas porter plainte. J. Edgar Hoover et au fond toute la droite américaine ont utilisé son histoire pour diaboliser Chaplin. Et le FBI s'est rendu compte qu'il pourrait engager de nombreuses procédures. Le 15 février 1944, Chaplin comparaît devant la justice pour la reconnaissance en paternité de Carol Ann, la fille de John Barry. L'avocat de Chaplin présente les résultats d'un test sanguin qui prouve qu'il n'est pas le père, mais le FBI contrôle la situation. Ce qui est énorme, c'est que c'est le FBI lui-même qui a nommé le juge. Et du coup, les tests sanguins ont été rejetés. Chaplin est déclaré coupable et il est condamné à verser une pension à la fille de John Barry jusqu'à ses 21 ans. Mais pour Hoover, cela n'est pas suffisant. Le patron du FBI lance alors une autre procédure. Il a retrouvé une très ancienne loi fédérale qui interdit à un homme de faire voyager une femme à des fins immorales, le Mann Act. Parce qu'il a emmené John Barry en vacances à New York, Chaplin risque 23 ans de prison. Le procureur a été horrible avec lui, en le montrant comme un prédateur sexuel, comme un monstre. Ils l'ont photographié pendant qu'on lui prenait ses empreintes. Cette photo paraît dans de nombreux journaux. Tout est utilisé pour faire de lui un coupable. Mais les jurés ne se laissent pas duper. Le 4 avril 1944, ils acquittent Chaplin. Pourtant, Hoover ne lâche pas sa proie. Et une partie de la presse conservatrice reste à la solde du FBI. Ils passaient leur temps à donner de petites informations à des journalistes ralliés à leur cause, comme Hedda Hopper, qui était bien à droite. Hedda Hopper, qui écrivait pour les tabloïds à l'époque, et c'est elle qui a commencé les rumeurs. Les ligues féministes font signer des pétitions dans tout le pays. Elles espèrent la déportation de Chaplin pour raison de turpitude morale. Les services d'immigration m'ont fait savoir qu'ils enquêtaient sur tous les aspects de sa présence ici. Un article signé Hedda Hopper, mais qui semble clairement dicté par Hoover. Le terme déportation est un terme qui est repris par Hoover. Même d'ailleurs, il menace très souvent les gens d'être déportés. On sait ce que la déportation veut dire. Le symbole est terrifiant. Chaplin est attaqué de toutes parts, mais au lieu de faire profil bas, il répond par la provocation, avec un nouveau film, Monsieur Verdoux. Il y incarne un assassin de femmes inspiré du tueur en série français, Landru. Une fois encore, il s'en est amusé, en jouant Landru, le barbe bleue français qui épousait des veuves fortunées et les assassinait. As for being a mass killer, does not the world encourage it? Is it not building weapons of destruction for the sole purpose of mass killing? Has it not blown unsuspecting women and little children to pieces?
C'est plus Chaplin, quoi. Le petit vagabond lui permettait de passer plein de choses. Dès qu'il le quitte, il devient plus comme tout le monde. On pourrait dire « Oh, Monsieur Verdoux, quel excellent film !» Mais est-ce vraiment raisonnable pour un homme qui sort d'un procès délicat en reconnaissance de paternité et qui a tout un tas de problèmes avec les femmes, de jouer un barbe bleue qui tue ses épouses pour leur argent? As a mess killer, I'm an amateur by comparison. However, I do not wish to lose my temper because very shortly I shall lose my head. Nevertheless, upon leaving this spark of earthly existence, I have this to say. I shall see you all very soon. La charge est maladroite et le résultat catastrophique pour Chaplin. Le film est un échec commercial, censuré et interdit dans plusieurs États. C'était un boycott organisé. On était au début de la guerre froide et il y avait une croisade contre le communisme aux États-Unis. Voilà l'élément qu'il manquait à Hoover pour porter le coup fatal. À la fin des années 40, la chasse aux communistes vient d'être officialisée par le sénateur McCarthy. Dans ce climat de paranoïa et d'inquisition, l'œuvre de Chaplin prend alors un tout autre sens. Il s'était manifesté contre ce qu'étaient les excès du capitalisme industriel dans les temps modernes. Hoover cherche, fouille, et finit par retrouver la trace d'un discours dans lequel Chaplin soutient clairement les Russes en 1942. On lui a demandé de remplacer l'ambassadeur soviétique à San Francisco lors d'un grand rassemblement en 1942. Le but était de pousser le gouvernement à ouvrir un second front. Il a commencé son discours en disant au public « Camarades ». Ce moment, lorsqu'il a dit « camarades », on allait forcément lui reprocher. Hoover pense tenir quelque chose. Chaplin est mis sur écoute. Son entourage est également interrogé. Le FBI est venu voir Sam Goldwyn et lui a demandé si Chaplin était communiste. Il a répondu « Charlie communiste ?» C'est le seul vrai capitaliste que je connaisse. C'était ridicule. Évidemment, il était plus proche du socialisme, de la gauche, comme beaucoup d'artistes. Mais il n'était pas du tout communiste. Vraiment pas. Rien ne vient donc confirmer un engagement communiste. Mais malgré l'absence de preuves, toutes ces années de propagande anti-Chaplin commencent à porter leurs fruits. En 1950, aux États-Unis, on ne parle plus de ces films. Oubliez le génie du 7e art. Pour l'Amérique puritaine, Chaplin n'est plus qu'un vieux monsieur aux idées politiques dangereuses. Il était accusé d'être communiste. Et si vous allez voir un communiste, c'est que vous êtes sympathisant, sinon communiste vous-même. Donc c'était la pire accusation en Amérique. Il sent qu'il y a une espèce de méfiance et de rejet qui commence à se manifester. Le tout Hollywood le trouvait un peu fatigant. Il est devenu persona non grata et plus personne ne venait lui rendre visite. Alors Chaplin se coupe progressivement du monde. Il passe ses journées dans sa villa et cherche du réconfort auprès des siens, sa femme Oona et leurs enfants. Un jour, on marchait vers le court de tennis, juste tous les deux. On parlait de tout et de rien. Et à un moment, il m'a dit « Je n'ai jamais su ce qu'était l'amour jusqu'à ce que je rencontre cette femme. » C'est sorti comme ça. Très impressionnant. Ça a été sa mère de substitution, sa sœur. En plus, Oona correspondait un peu à son idéal de femme un peu fragile, effacée en même temps, avec énormément de caractère. Mais voilà, ça a été une idylle totale et réciproque. Amoureux,
mais replié sur lui-même, dans la mélancolie d'une gloire révolue. Chaplin va alors donner naissance à son dernier chef-d'œuvre, Les Feux de la Rampe, l'histoire d'un artiste de music-hall déchu, son film le plus autobiographique. Pour la première fois, il réunit l'artiste alcoolique avec la jeune et belle danseuse, ce qui symbolise évidemment la relation de ses propres parents. Mais son imagination en fait une relation d'amour heureuse et généreuse. Il confie le rôle féminin à Claire Bloom, une jeune actrice choisie pour sa ressemblance avec les deux femmes de sa vie, sa mère et Una. À cette époque, Una et moi, nous nous ressemblions beaucoup. Et pendant le tournage du film, on nous confondait souvent toutes les deux. Chaplin veut rassembler son histoire, sa famille, réunir ses vies. Ses enfants, Géraldine, Michael et Joséphine, font d'ailleurs une apparition. Je voulais dire à tout le monde à l'école, mais moi j'ai fait du cinéma. C'est comme faire le métier de son père. Il y a quelque chose d'archétypique là-dedans qui a vraiment été un moment magique pour moi. Et dans le rôle du jeune prétendant, on retrouve également Sidney, le deuxième fils né de son mariage avec Lita Grey. Thank you, gentlemen. Well, don't you think I ought to tell Terry I've seen you? Oh, I don't think so. Knowing I'm doing this sort of thing might upset her. Although I don't mind it. There's something about working the streets I like. It's the tramp in me, I suppose. Enfin, il a choisi comme cadre à son histoire le Londres de son enfance, reconstitué à l'identique. En un film, Chaplin passe en revue tous les grands thèmes de sa vie. C'est une exploration formidable de ses sentiments, de sa famille, des sentiments de sa famille, de son histoire, de ce dont il se souvient de Londres, et pas toujours des bons moments. C'est un film très très riche. Un film testament, presque prémonitoire. Il ignore encore que ce sera le dernier tourné aux États-Unis. En septembre 1952, Chaplin prend la mer pour l'Angleterre. C'est la première étape prévue d'une longue tournée promotionnelle en Europe pour les Feux de la Rampe. Parce que l'action du film se déroulait à Londres et que ça se passait mal aux États-Unis, la première devait avoir lieu à Londres. Il sait que le FBI le surveille et que le fisc le recherche. Alors par peur de ne pas pouvoir partir, il n'a pas annoncé la date de son départ et il embarque sur le Queen Elizabeth dans l'anonymat. Sa femme et ses enfants sont déjà à bord. Lui reste caché dans sa cabine jusqu'à ce que le bateau quitte le port. Mais à Washington, Hoover n'a aucune intention de le retenir. Au contraire, informé de son départ, il va lui tendre un piège. Au deuxième jour de mer, Chaplin reçoit un message des services de l'immigration. Son visa de retour aux États-Unis vient de lui être refusé. Charlie n'était pas officiellement banni, il ne pouvait pas l'empêcher de revenir, mais ils ont créé une situation où s'il voulait un nouveau visa, il devait recommencer toutes les démarches officielles. Le piège d'Hoover est simple. Pour obtenir ce visa, Chaplin devra subir un interrogatoire par le FBI. S'il refuse, il ne peut pas revenir. S'il accepte, il va encore devoir étaler sa vie privée au grand jour. Durant son absence, ils ont interrogé toutes les femmes qui avaient eu une relation sexuelle avec lui dans le but de l'attaquer sur sa vie morale. Ils espéraient qu'il revienne et qu'il se contredise afin de pouvoir l'inculper, mais il n'était pas assez bête pour ça. Le Queen Elizabeth arrive en Angleterre le 23 septembre. C'est en bon père de famille qu'il se présente au peuple anglais. Dans un premier temps, l'accueil triomphal lui fait oublier son contentieux américain. Il se dégageait un amour immense et beaucoup de soutien envers lui. C'était bondé de monde qui applaudissait.
C'était vraiment une des scènes les plus émouvantes que j'ai jamais vues. Tout le monde s'écartait sur son passage. Tous ces merveilleux londoniens qui lui disaient « Bonjour Charlie » ou « Bienvenue Charlie ». Mais les Anglais savent déjà que les États-Unis ont refusé de lui donner son visa de retour. Alors, lors de la conférence de presse pour le film, le cinéaste va devoir réagir. Les Anglais l'ont bien accueilli, comme toujours. Mais ils étaient aussi sur la défensive. Ils ont été très choqués. Et même au Parlement, on a parlé de la façon dont les Américains l'ont traité. I can only reiterate what I said before. I suppose I presume that that's already been published. Thank you very much. Thank you indeed. Chaplin tente de s'en sortir par une pirouette. Il a été très prudent et n'a rien dit de mauvais à propos de l'Amérique. Et il a raison d'être prudent, car dès son arrivée, les services secrets britanniques, le MI5, commencent à le surveiller et rendent des comptes au FBI. Son dossier a été ouvert en 1952 quand le FBI a envoyé un message au MI5, demandant à ce que l'un de nous suive de près cet homme, Charlie Chaplin. Le MI5 a réagi au quart de tour. Quand le FBI demande quelque chose, le MI5 répond « Oui, chef, oui, chef ». Chaplin comprend donc qu'il n'est pas forcément le bienvenu en Angleterre. Et les nouvelles des États-Unis ne sont pas bonnes non plus. Son film n'est projeté quasiment nulle part. Le film n'était pas sorti dans les grandes villes, comme San Francisco, New York, Chicago, parce que c'était considéré comme des activités anti-américaines, comme ils disent. Chaplin doit prendre une décision. Et il va choisir l'exil. Il ne retournera pas aux États-Unis. Il met alors tout en œuvre pour couper définitivement les ponts avec ce pays. La priorité, trouver une nouvelle maison pour sa famille. Il parcourt l'Europe et finit par découvrir un splendide manoir en Suisse, au bord du lac Léman. C'est donc ici, au manoir de Ban, que Charlie Chaplin va poursuivre sa vie. Mais dans quel état d'esprit est-il? C'est lui qui a décidé de ne pas retourner aux États-Unis, mais il sait très bien qu'il n'avait pas le choix. J. Edgar Hoover présente déjà son départ comme son plus grand trophée. Dès lors, Chaplin va-t-il accepter ce changement de vie? Lui qui vient de connaître pendant 40 ans les fastes d'Hollywood, décide finalement de se couper du monde. Cela pourrait ressembler à une retraite anticipée, mais Chaplin n'a pas l'intention de disparaître, même si pour l'instant sa préoccupation principale, c'est sa famille. Oona, son épouse, est enceinte de leur 5e enfant. Un jour, mon père nous a amenés ici pour voir la maison, quelle est notre maison. Et c'était impressionnant. La vente s'est faite très rapidement, comme très souvent dans tout ce qu'a entrepris M. Chaplin, c'était l'instinct. Chaplin a donc trouvé un toit pour sa famille. Il doit désormais rapatrier tous ses biens laissés à Hollywood. À la base, ils n'étaient partis qu'avec le nécessaire pour les vacances, rien de plus. Ils avaient laissé tous leurs biens et ne savaient pas s'ils allaient être confisqués ou ce qui allait se passer. Lui ne peut plus partir. Alors, il envoie Oona à Los Angeles pour gérer leur patrimoine. Avant de partir, elle a tout mis sous son nom. Elle a vendu la maison, les meubles, tout ça. Oona a dû traverser un moment très difficile. Elle a été forcée de rendre son passeport américain. Pour accompagner son mari jusqu'au bout, Oona accepte de prendre la nationalité anglaise. À la fin de l'année 1954, tous les films de Charlie Chaplin ont été rapatriés à Londres et sa fortune en Suisse. À 65 ans, il commence une nouvelle vie. Il renoue avec son frère Sidney, qui vient passer de nombreux étés au manoir. Depuis son départ des États-Unis,
il a épousé une gitane et parcourt le monde dans une caravane. Chaplin organise aussi de grands banquets avec ses amis de passage, des anciens d'Hollywood, des stars venues de toute l'Europe. Il donne enfin l'impression de se laisser vivre. Il était très amer à propos des États-Unis, mais il était content de vivre en Suisse avec Una et les enfants dans une très belle maison. Ils étaient libres, ils ont beaucoup voyagé, leur vie était très remplie. Il est devenu un bon vivant et je pense que toute sa vie avant ça, c'était vraiment le travail, c'était ce milieu du cinéma et tous les soucis de continuer, de produire quelque chose. Il a un peu découvert la vie sous un autre angle. Et je crois que ça lui a fait beaucoup de bien, je pense qu'il était très heureux. Et la famille s'agrandit. Au total, Una va lui donner 8 enfants. Leur nouvelle vie a l'apparence d'un conte de fées. Mais au fond de lui, Chaplin souffre de ne plus être l'homme qu'il était. Le cinéma lui manque et il se remet progressivement au travail. Il avait très peur d'être oublié du public, qu'on ne s'intéresse plus à lui, qu'il soit has-been, ringard. Il avait encore peur de redevenir pauvre alors qu'il avait une fortune considérable. À 2 reprises, Chaplin tente de revenir sur le devant de la scène. En 1957, il écrit et réalise un nouveau film, Un roi à New York, un brûlot anti-américain qui ne sera jamais projeté aux États-Unis. Your Majesty, won't you say a few words to the American people? I am deeply moved by your warm friendship and hospitality. This big-hearted nation has already demonstrated its noble generosity to those who come to seek a refuge from tyranny. Ce film aura surtout pour conséquence le retour des écoutes téléphoniques. Hoover à la haine tenace, le FBI parvient même à convaincre les Suisses de surveiller Chaplin. Le gouvernement suisse a mis sa maison sur écoute. Il y avait un micro dans le téléphone. Les services secrets suisses étaient terriblement coopératifs avec le FBI et ils envoyaient des informations en permanence. Il était surveillé jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on a des fiches jusqu'en 1978. Chaplin tourne un dernier film, en 1967, La Comtesse de Hong Kong. 2 stars ont accepté de le suivre dans son projet, Sophia Loren et Marlon Brando. C'était pour lui sûrement une sorte de retour à sa jeunesse, de la grande époque. Mais c'est aussi le plaisir de travailler avec les plus grosses vedettes de l'époque, Brando et Sophia Loren. Ils acceptent tout de suite de travailler avec Charlie Chaplin. Mais le tournage se passe mal. Chaplin et Brando ne s'entendent pas. Ils feront bonne figure jusqu'à la fin du film, mais ne s'adresseront plus la parole. C'est 2 grands hommes qui n'étaient pas faits pour travailler ensemble. Le film est un échec. Pourtant, Chaplin s'obstine. Il s'enferme dans son bureau pour écrire de nouveaux scénarios et passe des journées entières au piano à retravailler la musique de ses films. Il recomposait des musiques de films, et à ce moment-là, il fallait absolument pas bouger, pas faire de bruit. S'il y a un enfant qui dévalait les escaliers un peu trop bruyamment, alors là, voilà, c'était le côté sévère et rigide qui ressortait du vieil homme victorien. Tout le monde autour de lui a bien compris qu'il fallait le laisser tranquille. La musique, l'écriture, les films, c'est ce qui le maintient en vie. Depuis quelque temps, c'est une femme amoureuse, Una, qui a pris l'habitude de filmer Charlie, de fixer sur la pellicule leur vie au manoir. Pour moi, ça a été un exemple d'amour, l'amour infini entre les deux. C'est désormais avec elle qu'il passe la majeure partie de son temps.
Chaplin prévoyait quand même chaque jour un moment où il se consacrait totalement à ses enfants. Il fallait être là et très présent au moment du repas. Si vous ratiez même de 5 minutes l'heure du repas, eh bien vous ne mangiez pas. Avec eux, Chaplin est souvent dur. Il avait du mal à nous voir, nous, enfants, dans ce luxe, alors que lui avait dû vraiment se battre, enfant. Et ça ressortait, il nous disait, mais tout ça, du jour au lendemain, ça peut disparaître. Il croyait que l'éducation, c'était la seule arme, vraiment, pour se défendre dans la vie. Mais Chaplin leur enseignera aussi l'art du déguisement et de la comédie. J'ai une nostalgie de cette enfance que j'adorais. Je regrette de ne plus être adolescente ou enfant. Au fil des années, les uns et les autres vont quitter le manoir pour vivre leur vie, fuyant aussi parfois cette figure paternelle, imposante. Au début des années 70, les grands classiques de Chaplin ressortent en salle. 20 ans après son exil, son génie visionnaire est enfin reconnu. Le cinéaste est invité à travers le monde pour recevoir une avalanche de prix. À la fin de sa vie, il était très gourmand de reconnaissance. Il était très âgé, donc les rancœurs et les vieilles haines du passé, on les passe un peu à la trappe. À Londres, il fait la paix avec les services secrets britanniques. Chaplin est alors reçu à Buckingham pour être anobli par la reine d'Angleterre. Il a adoré devenir Sir Charles, parce qu'il ne faut pas oublier d'où il vient et ce qu'il a accompli. Et être reconnu par son propre pays, c'est vraiment très beau. Il était très fier. Vous imaginez, un enfant des quartiers populaires qui a réussi et qui rencontre la reine. Il a dû voir ça avec beaucoup d'ironie. Parce que la reine, elle aurait dû le recevoir quand il est venu d'Amérique. Ça serait un geste formidable. Il dit, voilà, nous ne sommes pas d'accord avec vous, c'est un grand metteur en scène. Bon, elle l'a pas fait. Toutes ces récompenses ont suscité un regain d'intérêt pour Chaplin. En février 1973, le réalisateur américain Peter Bogdanovich décide de lui consacrer un documentaire et il vient l'interviewer chez lui, à Vevey. Mais il est trop tard. À 84 ans, l'âge et la fatigue ont eu raison de sa mémoire. Et le vieil homme est incapable de raconter l'histoire tourmentée de son génie. For instance, what I was thinking of was like the Fred Carno, isn't he who you started with, the troupe? And people like that, or Max Sennett or something. Well, I can't think of anybody now. I could later, I suppose. But I can't think of anybody. How did you work with Jackie Coogan? I don't remember. Hollywood, le succès, les femmes, les tourments. Chaplin semble avoir tout oublié. Tout, à l'exception de son enfance. You had a rather unhappy childhood, according to you. No? No, not so much. I had a free sort of existence. Des souvenirs qui se sont égarés, mais chaque année depuis son arrivée en Suisse, il y a un événement que Chaplin ne manquerait pour rien au monde. Et c'est un souvenir lié à l'enfance. Il s'agit du passage du cirque Knie à Vevey. En octobre 1977, alors qu'il ne bouge quasiment plus de son fauteuil, il insiste cette fois encore pour qu'on l'y emmène. On voyait qu'il allait pas bien.
Mais quand même, il voulait absolument voir le spectacle. Et il a dit, il est tellement fatigué, mais il voulait venir au cirque, absolument. Nous, pendant le spectacle, toujours, on portait des fleurs pour Ona, et lui, il rigolait comme un fou. Et chaque année, on a fait ça, et il rigolait quand même. C'était un bonheur parce que les CNI nous attendaient à l'entracte ou à la fin du spectacle dans leur caravane. Quelquefois, il restait jusqu'à 2 heures le matin, le jour après, discuter avec les clowns, avec les artistes. Il adorait ça. Il allait très loin en arrière dans son enfance quand il allait au cirque. Au crépuscule de sa vie, Chaplin n'a pas oublié la magie du cirque. Mais il a aussi gardé en tête des souvenirs d'enfance moins heureux. Noël, par exemple. Une date, une fête qu'il n'a jamais supportée. Il n'aimait pas, non. Ça le déprimait. Je pense il y avait trop de souvenirs de Noël terribles qu'il a dû vivre enfant. Lorsqu'il vivait à Londres, Chaplin n'avait le droit ni à un dîner, ni à des cadeaux. Il aime rappeler à ses enfants que son seul plaisir ce soir-là était une orange. Il trouvait qu'on avait beaucoup trop de cadeaux grâce à ma mère. C'était devenu un peu, je crois, un mythe de dire attends, ne montrez pas vos cadeaux à papa parce que ça va le déprimer, parce qu'il trouve que c'est des dépenses inutiles. Ça ne nous empêchait pas de nous amuser, mais quand même. Ce 24 décembre 1977, Chaplin est particulièrement fatigué. Mais comme d'habitude, Oona a vu les choses en grand. Toute la famille est rassemblée à Vevey. Elle faisait grand cas de Noël. Il y avait un grand sapin à l'entrée, les cadeaux partout. Elle nous gâtait vraiment. Ce soir-là, Chaplin ne peut terminer la soirée avec toute la famille. Il demande alors à être accompagné jusque dans sa chambre. Oona laisse sa porte entr'ouverte pour qu'il puisse entendre les cris des enfants à l'ouverture des cadeaux. Mais aux premières heures de ce 25 décembre 1977, il s'éteint paisiblement dans son sommeil. I believe I'm dying, doctor. Then I don't know. I've died so many times. C'est là que j'ai vu pour la première fois de ma vie ma mère pleurer. Elle ne le faisait jamais devant nous. Ça, pour moi, ça a été un choc terrible. Il a réussi son timing, il est parti à Noël. Time is the great author. Always writes the perfect ending. Jusqu'au dernier souffle, la vie de Chaplin aura donc été marquée par l'ironie. Celle qui lui a permis de dépeindre le monde et ses souffrances avec humour et tendresse. Celle qui l'a aidé à répondre aux attaques. Celle qui a donné vie à Charlot et l'a rendu immortel. Bizarrement, il va jamais manquer, Chaplin. Puisqu'il n'est peut-être plus là, mais son travail, son invention, ça rendra toujours heureux, triste, ça touchera toujours les gens. Donc c'est vivant, quelque part. Si quelqu'un mérite le terme de génie, c'est bien Chaplin. Sans aucun doute. Il y a une phrase de Stefan Zweig qui m'a toujours beaucoup plu, c'est les hommes ont besoin des dieux pour exister, mais les dieux ont besoin de certains hommes pour prouver qu'ils existent. Et je pense que Chaplin en fait partie très largement. Life can be wonderful if you're not afraid of it. All it needs is courage, imagination,
and a little dough. Quelle histoire que celle de Charlie Chaplin. Pour mieux comprendre Charlot, il fallait ouvrir ce livre, celui d'un homme qui a surmonté les épreuves publiques et privées pour les transformer en prodiges cinématographiques. La légende garde cependant un parfum de mystère. L'hydre a montré tant de visages, le Charlot hilarant, le triste Calvero, l'homme qui aimait les femmes, jeune, trop jeune, le pourfendeur des puissants, le richissime aventurier, l'enfant terrible d'Hollywood et le reclus solitaire de Vevey. Tenter de dévoiler la vérité du génie impose toujours de chercher au-delà. La soirée consacrée à Charlie Chaplin et aux 100 ans de Charlot continue sur France 2 avec un film, l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre. Vous venez d'en découvrir les coulisses. Voici Le Dictateur, son film le plus visionnaire, écrit dès 1936 et sorti en 1940. Il perçoit avant tout le monde les dangers de la folie hitlérienne. À très bientôt.